Bonjour et bienvenue au rapport de situation d'aujourd'hui. Nous allons parler de la situation en Ukraine et de tout ce qui y est directement lié. Là-bas, il y a de nouvelles mesures contre les pétroliers de la flotte fantôme. Il y a des informations en provenance d'Ukraine concernant les livraisons d'armes dont on aura besoin cette année, rien que des États-Unis. Mais nous avons aussi une indication que l'Ukraine a peut-être développé quelque chose d'analogue au Rubicon russe. Donc une unité d'élite de drones qui, du moins selon les déclarations des Ukrainiens, domine complètement ce secteur du front. D'une manière qui rendrait très difficile pour les Russes d'avancer sur le front, si cela pouvait être reproduit sur l'ensemble de la ligne de front. Nous voulons parler de cela, ainsi que, bien sûr, de ce qui s'est passé d'autre, que ce soit sur le front lui-même ou à l'arrière. Tout cela, ici, dans ce rapport de situation. Sainte canaille, avec mon caca, on économise plus avec Oli. Stream sponsorisé par CyberGhost VPN. Pour naviguer en toute sécurité avec un VPN et accéder à des contenus bloqués, cliquez sur le lien dans la description pour 83% de réduction 4 mois gratuits et 45 jours de garantie satisfait ou remboursé sans risque. Un abonnement soutient la chaîne. Je verrai pendant le stream si Twitch suivra. Je ne suis pas sûr, Thorsten Heinrich. Mais si c'est le cas, il se peut que Thorsten Heinrich fume un cigare sur le balcon. Mais commençons par le rapport de situation, Thorsten Heinrich. Les Ukrainiens ont frappé la raffinerie à Saratov. Et lors de l'une des attaques russes, à savoir celle dans la nuit du 20 en janvier, l'Ukraine a réussi à intercepter 14 missiles, un nombre nettement plus élevé que récemment. Cela s'explique notamment par le fait que, selon Zelensky, les Ukrainiens ont reçu ici une livraison de nouveaux missiles anti-aériens. C'est ce que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises par le passé. Certains interprètent mal les chiffres fournis par les Ukrainiens, que ce soit intentionnellement ou non. L'Ukraine avait en effet annoncé qu'elle n'interceptait plus que 6% des missiles balistiques. Et j'avais dit à l'époque que cela s'expliquait tout simplement par le fait qu'il manque parfois des munitions, mais surtout que les Ukrainiens ne tirent de loin pas sur chaque missile, que ce soit par manque de munitions ou à cause de la position. Cela ne veut pas dire que 94% des missiles tirés échappent à la défense, mais que lorsque les Ukrainiens tirent sur des missiles, ils restent dans une certaine mesure efficaces, même malgré l'amélioration des mesures de défense russes. Passons maintenant au développement le long du front, et nous commençons dans la région de Soumy. Là, je ne vois aucun changement qui mérite d'être signalé. En direction de Vovtchansk, cependant, nous avons des changements, car les Russes ont avancé dans la partie est de Vovtchansk. Nous les avons géolocalisés ici, sur la carte à cet endroit, ça fonctionne. Pour moi, il se peut que ce soit encore une infiltration. Mais de toute façon, nous voyons que les Russes continuent de s'étendre dans la ville de Vovtchansk. La majeure partie de la ville est maintenant sous contrôle russe, et la dynamique continue ici en faveur des Russes. Les Russes ont également franchi le front à un autre endroit. Nous les avons vus à l'est de Vovtchansk, aperçus à ces 2 points. Cela implique que la partie au nord, à savoir la localité d'Etiam, a été conquise par les Russes. C'est-à-dire que cette localité a été prise par les Russes. Cela a sans doute eu lieu sans grande résistance, car la carte montre qu'il était irréaliste que les Ukrainiens disposent d'une garnison importante ici. Mais cela ne change évidemment rien au fait que les Russes ont réussi à franchir le front. Cela accroît la pression sur les Ukrainiens. On constate maintenant que les Russes agissent à plusieurs endroits du front, le long de la frontière et parfois au-delà. Récemment, la Russie était présente dans cette zone, et depuis quelques jours, les Russes franchissent aussi la frontière ici. Les Russes ouvrent donc à de nombreux autres endroits de petits fronts, de petits points où ils franchissent la frontière pour fixer les Ukrainiens à davantage d'endroits. C'est tout pour cette région. Nous n'avons rien jusqu'à ce que nous arrivions vers Kupiansk. Et là-bas, les Russes ont été aperçus au sud de Piszczan. Piszczan est en partie disputé. Et ici, à cet endroit, nous avons les Russes dans la partie sud. C'est là qu'ils ont été aperçus maintenant. Ce n'est pas clair ici non plus. Il s'agit sans doute d'une infiltration. Mais on constate qu'ils progressent dans la zone contrôlée par l'Ukraine. Plus au sud, nous avons les Russes qui avancent en direction de Liman.
Nous les avons d'une part au nord-ouest de Tsarichne, ici à cet endroit, et nous les avons géolocalisés ici au nord-ouest, ce qui implique que Tsarichne est probablement fermement aux mains des Russes. Pendant ce temps, plus au sud, les Russes ont progressé vers Liman. Ici aussi, nous avons une géolocalisation à l'est de là, le long de la route. Cela signifie qu'ils se rapprochent de Liman. C'était à peu près ici, à ce point. Les Russes s'approchent de Liman par l'est. En direction de Sloviansk, les Russes ont également été aperçus à de nouvelles positions, à savoir au sud du village de Riznikivka, ici. Nous avons géolocalisé cela ici. Ici, à ces endroits, pratiquement là-dedans, c'est dans cette zone, ça devrait être ici. Les Russes avancent lentement vers Sloviansk. Depuis la chute de Siversk, les Russes ont progressé un peu vers l'ouest. Voilà pour cette région. En direction de Kostiantinivka, les Russes ont également progressé dans la région. Nous les avons localisés ici, au nord-ouest de Stupochki. C'est là qu'ils ont été géolocalisés, à peu près ici. Ensuite, nous avons les Russes ici. Et nous les avons aussi dans cette partie est, dans la zone est des Dachas. C'est-à-dire à peu près ici et ici. En plus, ils ont aussi été aperçus à cet endroit. Donc à nouveau dans la zone urbaine elle-même. Ce serait à peu près ici, quelque part. Je vais zoomer encore une fois. Oui, exactement. C'était ici, à cet endroit. Dans de nombreux cas, il ne s'agit que d'infiltration. Nous avons déjà eu les Russes à plusieurs reprises dans cette partie de Kostiantinivka. Dans l'ensemble, le front bouge à peine ici, mais il bouge quand même si c'est vraiment à une allure d'escargot. Mais c'est tout de même en faveur des Russes. C'est ce qui se passe dans cette région. Vers Dobropilia, aucun changement constaté. Et en direction de Pokrovsk, les Russes ont été aperçus à Rishin et progressent lentement à l'intérieur de la ville. Il s'agit très probablement encore d'infiltration. Donc un à 3 hommes qui avancent, mais qui progressent tout de même ici à Rishin. Nous le voyons déjà ici au nord de ce plan d'eau et à l'est de celui-ci. Et c'est déjà le cas ici. Sur la carte Deep State, c'est déjà indiqué comme disputé. Correctement, cela signifie que les Russes sont ici entrés dans le sud-est de Rishin. Ensuite, jusqu'à Saporidjia, je ne peux plus documenter aucun changement. Car le front bouge certes, mais il continue de bouger très lentement. C'est pourquoi j'ai aussi évité de faire le rapport de situation à ce sujet lundi. Nous les avons de nouveau à Primorsk. Les Russes ici à cet endroit. Là aussi encore une infiltration. Un soldat russe est attaqué par les Ukrainiens. Mais c'est tout dans cette direction. De nouvelles informations de Crimée. Le service de sécurité d'Ukraine affirme avoir détruit en 2025 des cibles d'une valeur de 4 milliards de dollars américains. Cela semble réaliste, car nous avons vu sur des vidéos de nombreux avions touchés, ainsi que de nombreux radars et systèmes de défense aérienne. Cela signifie qu'un grand nombre de cibles de grande valeur ont été frappées par les Ukrainiens en Crimée. Que ce soit avec des drones vus à la première personne équipés de drones maritimes, que ce soit avec des missiles de croisière ou des drones à plus longue portée, par exemple lorsque des dépôts de pétrole ont également été attaqués. Les attaques contre la Crimée se poursuivent et continuent d'y avoir un impact. Il est intéressant de noter une information que nous avons ici, provenant de la région de Kupiansk. L'unité ukrainienne s'appelle Orion, et selon ses propres déclarations, elle serait présente à Kupiansk. C'est justement le point crucial, car il m'est difficile de le vérifier. Ils expliquent que 88% des Russes sont neutralisés avant d'atteindre leur position, signifiant presque 90% de pertes. 9 soldats sur 10 sont perdus par les Russes, avant même d'atteindre leur propre position. Nous n'évoquons même pas encore leur volonté d'attaquer les positions ukrainiennes. À l'arrière du front, les véhicules seraient détruits jusqu'à 25 km de distance, et les soldats à partir d'1 km devant leur position. Cela signifie que, dans toute cette zone, une zone de plus en plus large devient interdite aux Russes. Et 25 km pour les véhicules signifie bien sûr que les Russes, si cela est maintenu en continu, devront assurer la logistique à pied dans l'arrière-zone, ou alors avec des drones, terrestres ou non, mais sans la capacité et la rapidité d'un véhicule, ce qui affaiblit fortement la logistique, et donc aussi la capacité russe à mener d'autres attaques. Si cela se reproduisait, vous voyez, il reste beaucoup de questions, car d'une part, cela peut bien sûr être une exagération, et d'autre part, cela peut aussi être lié à des circonstances particulières sur place. Les Russes
ont peu de moyens de défense sur place, ce qui facilite la tâche aux Ukrainiens. Si cela se reproduisait, la défense ukrainienne serait nettement renforcée sur tout le front. 9 soldats russes sur 10 sont neutralisés avant d'attaquer. On peut facilement calculer que même avec 30 000 soldats frais par mois, la menace pour les Ukrainiens serait fortement réduite. Nouvelles informations sur les centrales nucléaires. Dans mon dernier rapport de situation, j'ai mentionné que selon les informations ukrainiennes, les Russes cherchent à savoir comment déconnecter les centrales nucléaires ukrainiennes, encore en fonctionnement du réseau. Après des attaques contre des stations de transformation, l'Agence internationale de l'énergie atomique indique que l'alimentation électrique de Tchernobyl a été interrompue à plusieurs reprises récemment. Cela signifie que, là aussi, les Russes attaquent des installations électriques, comme des postes de transformation, ce qui empêche Tchernobyl d'être alimenté de manière fiable en électricité. En Allemagne, 2 partisans des soi-disant républiques populaires ont été arrêtés, celles-ci étant identifiées en Allemagne comme des organisations terroristes, c'est-à-dire les soi-disant républiques populaires de Luhansk et de Donetsk. Arrêtés en Allemagne, les autorités locales ont aussi forcé un pétrolier de la flotte Fantôme à rebrousser chemin, lui interdisant leurs eaux territoriales. Il venait de Turquie et se dirigeait probablement vers Saint-Pétersbourg. Puis après avoir traversé le Gargarak, il a fait demi-tour. Et il est maintenant en route vers Arkhangelsk ou vers Mourmansk. Donc, il a dû éviter la mer Baltique. Il est intéressant de noter que c'est la saisie d'un pétrolier par Trump au large de l'Islande qui a manifestement donné au reste de l'OTAN le courage d'agir contre la flotte Fantôme. Nous l'avons remarqué. Depuis, les Britanniques savent qu'ils en ont le droit. Les Italiens ont saisi un navire dans le port, et du côté allemand, le navire n'a certes pas été saisi, mais un passage a été refusé, probablement sous la menace d'une saisie. Et de cette manière, la logistique russe est affaiblie. Tout cela signifie bien sûr que même si les Russes sont toujours capables d'exporter du pétrole, si les trajets sont plus longs, il faut plus de capacité, et les prix du transport augmentent, réduisant à nouveau les profits russes. Ensuite, nous avons des informations provenant de la Russie concernant la génération de troupes. Une vidéo montre que les Russes équipent maintenant des drones terrestres de roquettes thermobariques tirées depuis ces appareils. Ici, l'innovation vient aussi naturellement du côté russe, avec les redoutées roquettes de 220 mm du système TOS-1. Ces roquettes sont capables d'utiliser une ogive thermobarique, qui est particulièrement efficace contre les fortifications. Même cachées dans les coins ou bunkers, on peut être neutralisé. Une arme redoutée côté russe. Mais ces roquettes ont une très courte portée. En général, on parle d'environ 6 km. Et dans la situation actuelle, cela n'est bien sûr plus du tout utilisable. Les véhicules sont présents en petit nombre et sont coûteux. Et comme ils sont basés sur un châssis de T-72, ils ne sont certes pas lents, mais bien sûr pas assez bien blindés pour résister à des tirs de drones vus à la première personne. Donc, si ce type de véhicule est utilisé, leur durée de vie sera très limitée. Cela a privé les Russes de cette arme, et comme nous avons pu le constater, ils travaillent à la rendre à nouveau opérationnelle. En même temps, les Russes travaillent également à améliorer la neutralisation des cibles de grande valeur ukrainiennes à l'arrière. Rubicon a ainsi diffusé une vidéo montrant qu'à 43 km derrière le front, un HIMARS a été touché par un drone vu à la première personne. On voit ici que le lancement a été observé depuis le drone et qu'il se dirige aussitôt vers la cible. Nous voyons maintenant ici comment le véhicule est parti. À mon avis, j'ai la vidéo, je n'ai pas eu le temps de la vérifier. C'est sûrement le véhicule de HIMARS vu dans le dernier rapport, là où il a été touché. Car cela correspond à la route et à l'attaque en mouvement. Donc, c'était probablement juste une nouvelle prise de vue sous un autre angle pour un véhicule déjà touché. C'était à 43 km derrière le front, ce qui montre bien à quelle distance à l'arrière les Russes peuvent maintenant opérer avec ça. Quelque chose de similaire s'est produit ici. Là-bas, c'est encore Rubicon, c'est le signe de Rubicon qui a attaqué un système patriote. Nous pouvons voir ici comment les drones s'approchent du système qui se trouve ici. Et l'attaquent.
Selon les informations russes, un radar et un lanceur ont été touchés. Pouvons-nous encore regarder ici? Ici, nous voyons les dégâts du premier impact, et le drone est passé à côté. Je crois, c'était où ici? Exactement ici, c'est là que l'impact a eu lieu sur le radar. Même chez les blogueurs militaires russes, un débat existe sur la possibilité que ce soit des leurres, et non de vraies cibles, selon Riba, un blogueur influent. Oui, loyaux, donc fidèles au Kremlin, et ainsi de suite. Mais ils ont quand même parfois des arguments intelligents ici, disent-ils. Peut-être une fausse cible, mais le raisonnement est intéressant. Et en fait, vous dites que ce serait quand même remarquable, même si c'était une fausse cible, parce que ces fausses cibles ont été créées pour que les Russes tirent des missiles balistiques Iskander, très coûteux, sur un système inexistant, afin qu'ils les gaspillent, contre une construction d'atelier qui n'est pas un vrai système patriote. Maintenant, des drones ont été utilisés contre elles. Et c'est ce qu'écrit ici. Riba l'écrit aussi ici, qu'on peut commencer à argumenter que la neutralisation de la fausse cible est désormais moins chère que sa fabrication. Car c'est évidemment clair, même si ce n'est pas un vrai système patriote, il doit être fabriqué avec une certaine qualité. L'Ukraine. Nous en avons parlé ici à plusieurs reprises. Nous avons aussi regardé des vidéos à ce sujet. Les fausses cibles se sont considérablement améliorées ces dernières années. Pour tromper plus efficacement l'adversaire et utiliser des munitions de haute qualité. Mais lorsqu'un leurre de haute qualité est fabriqué, cela coûte du temps de travail et bien sûr des matériaux. Et il se peut en fin de compte que le drone utilisé soit moins cher. On constate une évolution problématique. Si les cibles factices coûtent plus cher que les armes pour les détruire, c'est tout de même préférable. Comme si un vrai système était touché. Mais le but est en partie manqué. Mais puisque je vous ai montré comment les Russes ont réussi, ce n'est pas comme si seuls eux faisaient cela. Voici une vidéo montrant comment les Ukrainiens combattent deux systèmes Buk, qu'ils détectent aussi avec des drones. Buk est un système de défense aérienne russe de moyenne portée, qui est certes ancien, mais qui a été continuellement modernisé, et reste donc toujours efficace au combat. Et nous voyons un drone de reconnaissance observer comment il se déplace dans le terrain. Elle repère les véhicules dans la forêt, là-bas. Puis ils sont ensuite attaqués, très probablement avec des IMAR. Nous pouvons voir ici la première détonation aérienne et l'allumage de la munition dans l'air, et ici la deuxième. Les systèmes ont probablement été détruits pendant l'opération. Et ensuite, nous avons des nouvelles d'Ukraine. Elle aura besoin d'armes en 2026 pour un coût de 27 milliards de dollars américains. Et cela en dehors de l'Union européenne, donc des États-Unis. 27 milliards. Rien que ce que l'Union européenne, ce que les États membres européens de l'OTAN ne peuvent pas fournir ici. Seuls les États-Unis le peuvent. Nous pensons bien sûr, par exemple, au système Patriot, nous pensons au JDAM, les bombes américaines. Nous avons un F-16 nécessitant des pièces de rechange venant des États-Unis. Et cela se répète selon les cas. Et cela montre une fois de plus, bien sûr, à quel point l'Europe dépend indirectement des États-Unis en ce qui concerne de tels systèmes, car il n'y a pas d'autonomie nationale à cet égard. Je prépare une vidéo sur ce sujet que je voulais enregistrer avant le live stream, mais l'enregistrement a un peu échoué. Je vais sûrement devoir raccourcir le script, il est trop long pour moi. Mais vous pouvez donc vous attendre prochainement à une vidéo expliquant ce que c'est, quelles sont les dépendances actuelles, ce que cela signifie, mais aussi des estimations sur le temps et le coût nécessaire pour éliminer ces dépendances. Car nous devons évidemment aborder ici ce qui se passe, ce qui m'agace et me fatigue énormément. Mais bien sûr, cela n'y change rien. Il faut en effet mentionner le comportement dont nous entendons parler de la part du grand frère et grand allié à l'ouest de chez nous, ou plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Cela suggère qu'on commence à prendre cela au sérieux. Fondé au pays de Bergen, touchdown, discours retentissant, hausse, éclosion, et donc aussi avec des parts, celui qui avec Arendt, dégradation et un. Et il se tait aussi. C'est-à-dire, il faut écouter les discours insupportables à Davos et leur dire s'ils étaient importants pour leur éviter ça. C'est, je dois l'avouer, l'un des aspects fatigants de mon métier. Écouter parfois des orateurs très difficiles,
simplement à cause de ma profession. Mais je ne veux pas trop me plaindre. Si cela vous a plu, mettez un pouce levé et laissez un commentaire. Je fais une pause pub, puis on passe aux questions-réponses. Militaryland et Army Informed, 2 sites clés sur l'Ukraine, sont bloqués. Mon IP étant au Panama, j'ai besoin d'un VPN là-bas. Avec CyberGhost VPN, le sponsor d'aujourd'hui, j'accède à ces sites de façon chiffrée, sans log, et je contourne le géoblocage de 40 services de streaming. En seulement 2 clics, vous pouvez choisir l'un des 100 pays proposés par CyberGhost pour débloquer des contenus restreints dans votre région. Cela me permet aussi de regarder des séries indisponibles dans mon pays, en me connectant virtuellement ailleurs. Bien sûr, aucun journal n'est conservé, donc personne ne peut savoir quel site vous avez visité. CyberGhost chiffre entièrement votre activité en ligne, assurant une confidentialité totale sur Internet. Un abonnement permet de connecter 7 appareils, dont une smart télévision et un téléphone, utilisables aussi par mes proches. Le logiciel est très convivial et fonctionne parfaitement sans connaissances techniques sur toutes les plateformes. Le support est disponible 24h/24, 7 jours sur 7 aussi en allemand, en cas de problème. Des milliers d'avis 5 étoiles sur Trustpilot parlent d'eux-mêmes, tout comme plus de 38 millions d'utilisateurs. En utilisant le lien en description, profitez de 83% de réduction et de 4 mois offerts. Garantie de remboursement sous 45 jours si non satisfait.